Bonjour à toutes, bonjour à tous, un nouveau numéro des drôles de juristes. On approche des rendez-vous des transformations du droit les jeudis 5 et vendredi 6 octobre prochains au Palais des Congrès, à la Porte Maillot. On espère vous y retrouver. Vous retrouverez en chair et en os certains des drôles de juristes du programme que vous allez retrouver d'ici la fin de l'année ou aujourd'hui. Aujourd'hui, on a notamment Sophie Le Calvez qui est avec nous et qui est une drôle de juriste. Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Alors pourquoi drôle de juriste quand même? Vous êtes à la base fiscaliste, on va revenir sur votre carrière, mais aujourd'hui vous êtes coach. Alors coach et fiscaliste, quand certains croient que la fiscalité ce n'est pas rock, comment est-ce qu'on fait le chemin? On va essayer de voir ce parcours, voir cette évolution. Mais ça a commencé comment cette histoire fiscale? Le droit fiscal, ça a été un hasard. Quand j'étais jeune, moi je rêvais d'être journaliste. J'avais cette ouverture vers l'international. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain et l'international. Et puis, on m'a dit, journalisme, c'est un peu difficile. Donc le droit, ouverture vers l'international. Je me suis dit, je commence par un DOG, c'est ce qu'on appelait à l'époque DOG. Et puis après, je verrai si j'intègre pas une école de journalisme. Donc j'ai fait d'abord. Vous avez pris quand même quelque chose d'orienté. Alors j'ai fait international, je crois. Exactement. J'ai fait un double cursus de droit français et droit anglo-américain parce qu'au lycée j'avais 3 langues, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Ouais. Ça a été difficile pour moi de ne plus parler espagnol et allemand. Et pour autant, le droit, c'est une matière aussi à part entière. Et pour autant, pour moi, c'était important de faire du droit français, droit anglo-américain, pour garder cette ouverture vers l'international, ce côté anglo-saxon qui m'attirait. Voilà. Donc le droit, d'abord droit privé, droit des affaires, et ensuite droit fiscal. Je connaissais pas le droit fiscal, et en tant qu'enfant, on se dit pas, tiens, je rêve d'être fiscaliste. C'était pas un rêve. Non, je sais pas pourquoi. C'est peut-être inspecteur des impôts, mais a priori fiscaliste, pas sûr. Oui, alors après avocate, avocate, pourquoi pas. Ouais. Et puis ça va avec le droit. Oui, tout à fait. Et donc, quand je me suis dirigée vers le droit fiscal, j'ai fait le DJCE ensuite, après avoir fait du droit des affaires. J'ai fait le DJCE de Cergy-Pontoise. C'est une très bonne formation. Merci, c'est effectivement une très bonne formation. Alors, très ouverte pour ceux qui ne connaissent pas les DJCE, en fait, c'est vraiment le généraliste du droit et la possibilité de garder encore 1 ou 2 années, maintenant on est en M1, M2, qui permettent de choisir la matière d'élection avec des systèmes de certificats et tout. Exactement. Alors, il y avait 4 matières, droit des sociétés, droit social, une autre matière que j'ai oublié, droit contractuel, c'est ça, et droit fiscal. Et donc vous étudiez ça pendant 1 année et ensuite vous vous spécialisez. Avec des professionnels en plus. Hein. Alors avec des professionnels, donc venant principalement du monde de l'avocat, pas assez de l'entreprise. Pas assez, mais en tout cas à l'époque, du monde de l'entreprise, des intervenants aussi qui sont des professeurs de droit, mais une majorité de personnes qui viennent du monde du cabinet d'avocats. Et du coup, un peu de projection sur les conférenciers que vous aviez en se disant, finalement, avocate, j'aimerais bien, la FJE envoie pas assez de directeurs juridiques, donc peut-être pas immédiatement directeur juridique ou juriste d'entreprise. Comment est-ce que ça se décante Oui, il y a des rencontres. Donc des rencontres de personnes qui vous inspirent. Oui. Il y a une personne qui m'a inspirée, qui est Éric L'Esprit, alors qui était de l'administration. Et j'hésitais beaucoup, moi, entre le droit social et le droit fiscal. Droit social parce que proche de l'humain. Oui. Et droit fiscal, j'aimais cette technique et cette ouverture vers l'international. Et ce qu'il m'a dit, à ce moment-là, Éric L'Esprit, je lui avais expliqué mes doutes. Oui. Et il m'avait fait un partage qui m'a aussi orienté et influencé. Voilà. Alors, quel partage? Le partage, c'est quel est le métier de droit fiscal, l'ouverture qu'il y avait aussi en entreprise ou dans le monde de l'administration par rapport à mes envies à moi, donc l'international, ce qui était très présente, et le domaine de l'humain. Et par rapport à ce que je lui ai dit, il m'a dit je vous vois plus effectivement aller dans cette direction du droit fiscal plutôt que le droit social. Ouais, donc pas d'humain fiscal, de l'humain, du social, c'est pas exactement la vraie vie, on va le voir dans votre carrière, mais finalement le fiscal peut être humain. Alors,
Vous vous mettez donc à la partie fiscale, aux chiffres, aux choses très sérieuses. Profession d'avocat? Alors, le DJCE vous oriente vers le cabinet d'avocat. Donc moi, j'ai fait plusieurs stages en cabinet. Puis j'ai fait un stage dans une entreprise qui était à l'époque, qui s'appelait à l'époque Vivendi Général des Eaux. Mmh. Du coup, je découvre le monde de l'entreprise et aussi la fiscalité internationale parce que mes stages précédents étaient plutôt en fiscalité française. Domestique, oui. Et là, pour moi, oui, c'est une révélation. Et je me dis, le cabinet, c'est pas forcément pour moi parce que je ne voulais pas me spécialiser dans une spécialité en fiscalité. Le droit fiscal est déjà une spécialité. Et ce qui m'intéressait en entreprise, c'est aussi cette possibilité de travailler avec d'autres départements. Parce que ma vision du droit fiscal, c'était, je travaille avec deux départements, le droit fiscal est à la jonction de d'autres matières, et ça me permet aussi de mieux comprendre le monde de l'entreprise. Et j'avais aussi ce besoin de contribuer à une entreprise, à une vision stratégique. Ah, voilà. Déjà une vue ambitieuse, pas vérifier qu'on paie le juste impôt et être en fond de cours, mais accompagner des opérationnels dans leur choix, une ambition en fait d'être partenaire dans l'entreprise comme ceux qui font la production ou ceux qui vendent. Exactement, mais pas seulement que les opérationnels, aussi le top management dans leur vision stratégique. Ça, pour moi, c'était aussi important. Donc, accompagner différents départements, pas que seulement les opérationnels, pas seulement les fonctions support, mais également les fonctions business, parce que j'adore le business. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait, en fait? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait le choix? On avait des admissions parallèles en école de commerce, si vous n'aviez pas fait de la classe préparatoire pour des raisons XY. Hein. C'était une option, mais j'avais cette envie de rentrer très vite dans le monde de l'entreprise et de travailler. Travailler vite, voilà. Ce que je comprends. Voilà. Il y a aucun problème là-dessus, et après ce sont des expériences qui sont intéressantes, mais des petits regrets à l'époque quand même de voir que on n'avait pas trop de formation pour vous préparer à l'entreprise, même chez les fiscalistes, au-delà de savoir lire un bilan, des éléments d'organisation, des éléments de management, quand même qui permettent de mieux comprendre et de faciliter le travail avec des opérationnels ou des dirigeants. Ouais, avec du recul, j'aurais bien aimé faire une école de commerce ou comme l'ESSEC. Moi, je faisais déjà un double cursus droit français, droit anglo-américain, donc ça rajoutait aussi une charge de travail. Après, l'ESSEC était en face. Hein. Tout à fait. Et après, par rapport aussi au budget, cette envie de travailler, avec du recul, voilà. C'était une option que j'ai pas prise à ce moment-là. Et en même temps, le monde de l'entreprise vous permet aussi très vite de rentrer dans la pratique. Donc j'ai appris en pratiquant et aussi en discutant avec d'autres départements. Donc le département commercial, le département finance. Voilà. Qui devait voir une chose bizarre arriver qui s'appelle une fiscaliste qui s'intéresse à nous? C'était pas commun quand vous avez débuté de voir les fiscalistes qui sortaient de leur département fiscal? Non, c'était pas commun, mais ça fait partie de ma personnalité et c'est ça qui aussi fait ma différence. Moi, m'intéresser à l'autre et d'expliquer ce que je fais et voir en fait comment les deux se combinent et comment on peut faire tous ensemble quelque chose dans un but commun. Ça, c'est ma vision. Voilà, comme la fiscalité a un droit de supervision, Sophie fait la superposition, en mettant de l'humain avec de la fiscalité à chaque fois. En plus, vous êtes passé dans des groupes quand même où on accompagne beaucoup le développement des collaborateurs. J'imagine que vous avez pu apprendre au-delà de sur le tas des éléments de management. Est-ce qu'il y a des expériences dans certaines entreprises qui vous ont particulièrement marqué? Soit parce que vous y avez appris, ce que vous avez pu tester, ou tout le développement de soft skills finalement qu'on n'apprend pas forcément à la fac? Alors, je dirais que toutes les expériences ont été enrichissantes. Au début de mon parcours, quand je suis rentrée chez Pépère, qui s'appelle maintenant Kering, ou Alstom, les formations que je suivais, c'était plutôt des formations techniques. D'accord. Et puis ensuite, mais par contre, dans le management, dans la gestion des projets, j'ai connu cette appétence pour me développer aussi sur ce que vous appelez les soft skills, donc développer autre chose que les compétences techniques.
dans les entreprises suivantes, quand on me disait, tiens Sophie, est-ce que tu veux faire une formation et quelle formation? Je me dirigeais vers une formation justement autre que la pure expertise technique. Déjà, je faisais beaucoup de techniques fiscales et donc je me disais, moi je veux me développer en tant que manager, sur la vision, sur inspirer, sur la différence interculturelle, puisque j'avais eu d'abord cette première expérience chez PPR, Kering et Alstom, qui étaient des groupes internationaux. J'avais aussi été en difficulté, je me rappelle chez Alstom, typiquement sur un contrôle fiscal en Australie ou en Chine, où là j'étais confrontée aussi à la différence culturelle, qui est une de mes passions, et je me suis dit, je comprends pas. Oui, pourquoi j'arrive pas à négocier comme j'arrive à négocier en bas de chez moi? Exactement. Et donc, en me développant via des formations, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a donné des clés. Alors, ça, c'est vraiment une démarche personnelle. En plus du reste, on a plus de facilité à le faire dans l'entreprise que dans un cabinet, parce que vous utilisez des conseils. Donc, j'imagine que vous avez toujours un œil et une oreille sur ce qui se passe chez les conseils. L'entreprise est peut-être plus faite, plus intéressée par le management, ou vous n'y voyez pas de différence? Je ne peux pas vous répondre sur le cabinet d'avocats parce que j'ai fait que des stages. Par contre, sur le monde de l'entreprise, c'est une volonté de ma part. Certains managers ou certains leaders vont vous encourager selon la culture de l'entreprise. Et pour autant, moi, c'était une demande de ma part parce que c'est ça qui me faisait vibrer. Donc l'humain, en fait, pour moi, la fiscalité est un prétexte. Ce qui me fait vibrer, c'est l'humain. C'est travailler avec la matière humaine et contribuer dans un sens commun. Alors en plus, vous avez été servi parce que vous avez fait des opérations de restructuration, des opérations d'acquisition dans les différents groupes. Est-ce que à chaque instant, même si le sous-jacent, l'objectif était fiscal, pardon, le sous-jacent humain était aussi important que les usines à chaque fois? Ah oui, très présent. Et alors j'ai connu des opérations de restructuration dans tous les groupes dans lesquels je suis passée. Donc des acquisitions, des fusions, des cessions. À chaque fois que j'arrivais, il y avait une opération de réorganisation. Donc faites attention quand Sophie arrive chez vous. Voilà. Donc très présent. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt. Le taxe peut aussi, contribue dans ces missions. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, le droit fiscal est à la jonction d'autres matières, avec les DRH, le droit des sociétés, la vision stratégique du CEO. C'est un élément qui s'imbrique. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, on va franchir le pas, même si on s'est formé? C'est quand même une difficulté de changer de votre métier, de cette technique que vous connaissez, de faire le grand saut sur quelque chose que vous ne connaissez pas, ou que vous avez un peu fréquenté, qui vous intéresse. Mais faut retourner à l'école, en fait, comme Valentin nous le disait, où les éléments de formation sont un élément important pour rebondir. Oui, totalement. Vous recommencez à vous former, vous retournez à l'école, donc vous sortez complètement de votre zone de confort. Oui. Vous apprenez beaucoup sur vous, sur les autres, et vous avancez comme ça. Mais qu'est-ce qui fait le déclic? Alors le déclic... Et qu'est-ce qui fait qu'on accepte le déclic? Parce que des circonstances plus ou moins heureuses. Oui. Alors moi je vous dirais que il y a eu des graines qui ont été semées. Et puis, après 23 ans d'expérience, il y a eu un concours de circonstances, un alignement des planètes, et à un moment donné, vous vous dites, c'est le moment de faire aussi autre chose, d'élargir le champ des possibles, les deux étant complémentaires pour moi, le droit et le coaching professionnel. Et vous y allez parce que c'est ça qui vous fait vibrer. C'est le Covid qui faisait que l'humain vous manquait un peu quand il était derrière un ordinateur? Ça a participé. Mais ça n'a pas été que ça. Comme je vous l'ai dit, c'était une graine qui a germé. Après, il y a eu le Covid, effectivement, derrière un écran, toute la journée, même s'il y avait la visio, ce manque d'humain, de voyager aussi, de rencontrer les gens, parce que la visio a plein d'avantages. Et a pour autant aussi, pour moi, des inconvénients. Parce qu'il n'y a rien de tel que de rencontrer dans la vraie vie aussi
les personnes. Il y a des choses qui se passent. Un apéro visio, c'est pas un apéro en direct. Mais ça, y a aucun Exactement. Alors j'ai testé beaucoup chez GE, parce que moi j'ai intégré GE une semaine avant le premier confinement. Donc voilà, j'ai été très agile et j'ai développé les cafés virtuels, les lunchs virtuels, le virtuel. Et pour autant, oui, le réel m'a manqué. Oui. Alors aujourd'hui, coach, parcours de formation, coach certifié, toutes ces choses-là, et puis trouver des clients, devenir commerçant. C'est sympa quand on est directeur fiscal, les problèmes arrivent chez vous et vous avez vos clients internes. Là, c'est une culture totalement différente. Oui, c'est une autre démarche. Les clients, quand vous êtes dans le monde de l'entreprise, les clients viennent à vous. Et en même temps, en entreprise, je dirais qu'il faut être aussi proactif et aller chercher les clients et pas être sous le mode pompier pour répondre aux questions. Donc il y a aussi cette démarche où je prends mon bâton de pèlerin pour aller voir de nouveaux clients. Et pour autant, le métier de coach professionnel est complètement différent parce qu'effectivement, personne ne vous attend. Vous devez rencontrer les personnes, les convaincre que vous êtes la bonne personne pour les accompagner, que vous avez toute l'expérience. Donc c'est un chemin différent et passionnant. Et quand on vous dit, mais alors, votre histoire c'est quoi? Vous dites au départ j'étais fiscaliste, les gens se disent pas qu'il y a un petit contre-emploi? Ou vous coachez des fiscalistes? Je peux coacher aussi des directions fiscales. Ça fait partie de ma cible, comme des directions juridiques ou des directions financières. Il peut y avoir un rapport d'étonnement ou de curiosité. Après, sous ma casquette fiscale, j'avais une casquette de chef de projet où je coordonnais des projets transverses. Et comme j'explique que, mon ancien métier c'était la technique et pas que, parce que pour moi, le métier de directeur fiscal, c'est pas que ça, c'est aussi écouter les autres avec ouverture, travailler ensemble, accompagner le changement et la transformation. Et là, il y a un point commun dans le coaching professionnel. Vous accompagnez les transformations des personnes. Il y a un cadre, donc c'est un autre point commun, la confidentialité. La vraie différence, c'est que dans la posture de conseil, vous apportez des solutions, alors que dans le métier de coach professionnel, vous aidez votre client à trouver les solutions de par lui-même. Oui, en fait, c'est finalement la motivation. Alors, je sais qu'il est difficile d'être coach et manager, mais en tout cas, la posture est intéressante parce que c'est un petit peu obtenir que les gens croient qu'ils font eux-mêmes ce qu'ils pourraient faire. Exactement. Je crois que le manager peut avoir une posture de coach professionnel pour tirer le meilleur potentiel de son équipe. Alors, j'ai eu la chance de vous voir lorsque vous lanciez votre projet. Aujourd'hui, vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu cette différence que vous éclatez, mais j'ai l'impression encore plus que dans la fiscalité? Parce que ça me fait vibrer, tout simplement. Ça me fait vibrer, donc l'humain me fait vibrer, faire grandir les personnes me fait vibrer, et ça donne le sens. Je contribue, en fait, dans ma vision, de rendre le monde meilleur. Il n'y a pas des moments où on est un peu crispé quand même? Bien sûr, dans la démarche d'entrepreneur, c'est une démarche complètement différente. La démarche commerciale que vous avez citée un peu préalablement. Oui, dès lors qu'on est dans une zone d'inconfort, on peut être crispé, et pour autant, ça veut dire qu'on sort de sa zone de confort et qu'on apprend. Donc, quand moi j'apprends, je suis heureuse. Qu'est-ce qui est le plus dur en fait quand on fait ça? Faut être plusieurs, faut être entouré, Valentin Tontine nous disait qu'il avait trouvé son mentor, qu'il avait choisi en écoutant des podcasts. Il a fini par rencontrer le bonhomme et ça a été une sorte de cap pour orienter sa boussole. Vous, c'est un petit peu la même chose? C'est bien s'entourer, d'avoir aussi des mentors, des superviseurs dans le cadre du coaching professionnel, ne pas être seul, rencontrer des personnes, donc créer en fait sa structure, donc d'être créatif aussi, donc vous créez tout selon aussi vos propres valeurs, d'être persévérant. Donc oui, c'est bien s'entourer avec les personnes qui ont un bon mindset pour vous permettre d'avancer. Mais en quoi le droit, ça vous a préparé à ça? Le droit, c'est une ouverture.
une ouverture vers le monde. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes extraordinaires, complètement différentes selon leur culture. Donc ça m'a préparé à m'ouvrir à la différence, à l'authenticité, à être plus curieuse, parce que dans cette posture de droit, vous posez beaucoup de questions. Le coach professionnel pose aussi des questions différentes, et pour autant ça m'a préparé à ça, d'avoir cette ouverture vers l'autre. C'est pas forcément la caractéristique des avocats, non? C'est vous qui le dites. Non, c'est une question de client. Un peu provoque. Certaines personnes, oui, peut-être s'enferment dans la technique fiscale. Et pour autant, d'autres personnes s'ouvrent aussi à autre chose. Oui, parce que ce qui est assez nouveau, en fait, c'est que dans l'évolution des schémas fiscaux, il faut vraiment derrière, pas de l'habillage, mais de la réalité de business. Donc une compréhension et puis presque de la formation, de la sensibilisation des femmes et des hommes d'une entreprise qui sont des agents fiscaux sans le savoir, en fait. Aller convaincre des commerciaux quand on va changer les méthodes de facturation, que leurs clients vont être plus heureux grâce à la digitalisation de TVA. Oui. Challenge. Oui. Je dirais beaucoup de pédagogie. Expliquer aussi ce qu'on fait à des non-experts. Les faire adhérer à ce projet. Surtout avec les commerciaux qui ont une vision très business. Et pour autant... la fiscalité apporte quelque chose en plus, ne ralentit pas le business, mais c'est un élément à prendre en compte. Donc c'est d'expliquer ça, d'expliquer les options auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, d'être très agile, parce que les projets changent en permanence. Il faut trouver aussi la meilleure solution pour le groupe sur la durée. Parce que les opérations court terme, à un moment donné, ça peut aussi rencontrer des limites. Donc le moyen-long terme, parce que quand vous faites une opération, après à un moment donné, il y a un contrôle fiscal qui arrive, et il faut expliquer, raconter l'histoire, la réalité économique. Pareil sur les opérations de restructuration. Quand vous allez à Bercy pour demander un agrément, vous racontez aussi l'histoire. Voilà, l'histoire. Et c'est ça qui fait que à la fin, dans un contrôle, vous gagnez. La réalité économique est là. Vous pouvez gagner sur l'expertise technique. Et pour autant, dès lors que vous avez une réalité économique, c'est un gros plus. Alors si on reprend l'histoire, on remet les compteurs à zéro, on retourne dans la fiscalité ou on part directement au coaching? Alors, si je dois revenir en arrière, ah non, je reviens pas en arrière. Je suis très heureuse de ce qui s'est passé pendant ces 23 premières années. Ça m'a beaucoup appris et c'est ça qui m'a mis sur un autre chemin aujourd'hui. Votre marché, du coup, plutôt les avocats, plutôt les fiscalistes, plutôt le même monde, ou est-ce que vous êtes beaucoup plus ouverte puisque vous êtes curieuse de l'humain? Alors, je m'adresse aussi aux directions juridiques, fiscales et financières et je m'ouvre aussi à autre chose puisque ma spécificité, c'est travailler sur l'accompagnement du changement et de la transformation, donc la diversité, l'international, accompagner la différence, du coup. Exactement. Donc c'est notamment ces directions-là, puisque pour moi ça fait la continuité aussi avec la première partie de mon parcours. Et pour autant, ça peut être aussi une autre communauté qui aurait justement ses besoins. Et mon expérience précédente est un appui, une ressource pour mieux accompagner mes clients. Si vous aviez une recommandation aux jeunes ou moins jeunes fiscalistes, qu'est-ce qui demande un effort particulier? Il faut faire attention et pas se négliger et investir en fait quand on fait carrière. Ça, c'est la première question. La deuxième. Se donner du temps dans la réflexion. Dans l'époque actuelle, n'est pas évident. Voilà. Interroger les personnes, s'investir à fond, on y va à fond, et pour autant aussi se donner aussi du temps, de s'ouvrir à autre chose. Et du coup, quand on cherche ce nouveau projet ou quand on accepte la réalité de ce nouveau projet, c'est aussi se donner du temps. Oui. Après, il faut manger quand même. Oui, mais ce temps préalable est nécessaire pour la réflexion.
Donc avant le yoga, c'était le coaching pour avoir du temps long? Avant le yoga, alors j'ai fait du yoga. Ah d'accord, ok, parce que je pensais que c'était fiscalité, coaching, et ensuite prof de yoga, et après retraite dans un monastère. Non, le yoga me permet de maintenir un équilibre comme la méditation. Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Non, est-ce que ça fait pas un peu percher des fiscalistes qui s'intéressent à l'humain? Je vais la dire différemment. Non, mais c'est vous qui le dites. En tout cas, ça peut être aussi une opinion, un sentiment, voilà. Dans la perception que l'on peut avoir, notamment quand on fait ces études de fiscaliste, on a l'impression de quelque chose qui est assez aride et on n'a pas l'impression que l'humain ça a beaucoup d'espace. C'est un peu une frustration que vous avez eue et qui fait qu'aujourd'hui vous faites une sorte de coming out, mais avec un H pour humain, par handicap. Alors, ma vision a toujours été d'accompagner aussi l'entreprise et donc l'humain. Parce que l'entreprise, derrière, c'est des humains, des assets. Derrière un CEO, c'est un humain avec une vision stratégique, donc c'est de l'humain. Et pour autant, voilà, j'ai rencontré certaines personnes, certains managers, certains leaders, avec aussi une vision très technique. Et je dirais, pour moi, une option pour eux, ça serait avec du recul, ça serait oui, de s'ouvrir plus à l'humain pour accompagner. Parce que voilà, le management, c'est ça aussi. C'est d'accompagner les personnes pour aller au-delà et pour accompagner une vision stratégique, d'être créatif dans sa vision. Donc oui, dans mon parcours, j'ai rencontré effectivement certaines personnes qui, pour moi, manquaient de cette ouverture. Ouais. Éducation, expérience, pudeur, sérieux. Oui, un ensemble. Peut-être de l'éducation, peut-être qu'effectivement la fiscalité est une expertise. Donc certaines personnes aiment l'expertise pure et ne sont pas destinées à être des managers ou des leaders, par goût, par choix, parfois n'ont pas conscience aussi. Ça peut être aussi une option. Oui, puis déjà c'est dur de s'occuper de soi, donc s'il faut s'occuper des autres en plus. Et puis et après c'est ok, chacun a ses forces et ses faiblesses, et c'est ça qui fait la complémentarité, et c'est ça qui fait aussi la force d'une équipe. C'est un peu tarte à la crème, mais les générations Z, on vous pose la question souvent sur le management de ces nouvelles générations, sur comment je trouve le bouton. Vous me l'avez déjà posé. Non, quand on préparait. Pas là, pas devant la caméra. Ok. Et je suis sympa, vous avez eu le temps de la préparer. Oui. Alors, c'est pas ma cible, cette génération-là. Non, je les prends pas comme cible, mais en fait, ayant la chance de fréquenter quelques confrères, quelques directions juridiques et quelques directions fiscales, c'est vrai que à chaque fois, hier j'étais avec un dîner avec des directeurs juridiques, l'intelligence artificielle et la génération Z, ça fait 50% du dîner. Comme je suis un peu provoque, ça m'a beaucoup amusé. Mais je pense qu'il y a, en termes de coaching, de vraies questions. Si vous n'avez pas d'avocat dans vos clients, manager des avocats, déjà c'est compliqué sur la base. Mais visiblement, des avocats de la génération Z, ça pose des questions à beaucoup. Oui, je pense aussi que ça pose des questions. Et donc, de les accompagner, et de les accompagner sur ce chemin aussi. Mais on a aussi beaucoup à apprendre de cette génération, je pense, parce que c'est le mixte qui fait que la génération de demain, en tout cas, ou l'avenir de demain, c'est ça qui va participer à la contribution de la transformation du métier du droit. Comment est-ce qu'on arrive à développer du coup cette posture d'écoute, d'empathie, qui va permettre de développer cette compréhension, parce que même si on a des enfants, on ne comprend pas forcément des attentes de ces jeunes générations qui sont décalées par rapport à nous, et d'un autre côté, le rendre compatible avec la pression d'exécution, qui est quand même la caractéristique du monde des affaires aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs qualités qui sont, pour le coach professionnel,
parfois innée, mais dont l'écoute. Écouter avec attention. Écoute active. Écoute active, être présent à l'autre, donc donner du temps aussi à l'autre. Faire croître son équipe, écouter ce dont ils ont envie, pas envie, leurs forces, et faire travailler aussi sur leurs forces, leurs faiblesses aussi. Mais donner du temps quand vous n'en avez pas, c'est quoi le pari ? Comment vous arrivez à convaincre, même si vous lui posez la question et qu'il va le faire de lui-même, l'individu, en fait, comment est-ce qu'il arrive à faire cet arbitrage et cet investissement ? Prendre du temps au départ permet d'en gagner plus tard. Donc c'est un investissement au départ, mais qui permet d'aller plus vite après. Donc il faut avoir une vision moyen-long terme et pas court terme. Ouais, donc c'est développer finalement l'enseignement de la stratégie chez les juristes, oui, qui devrait être inné normalement, mais qui oui, nécessite quelques acquis. Oui, et aussi ça participe à la mise en place d'une relation de confiance et de sécurité, qui est une base en fait aussi de management. Donc le jeune qui se sent en confiance, il va s'investir beaucoup plus. Du coup, le dialogue, la communication s'instaure. Et ça permet d'être beaucoup plus performant et d'aller beaucoup plus loin ensemble. Vous croyez que la sécurité, c'est possible? Parce qu'on est quand même dans des systèmes d'interdépendance où c'est assez difficile de garantir la sécurité de l'autre. La confiance participe à créer cette bulle de sécurité. C'est ça que j'entends par sécurité. Après, il faut que vous soyez quand même dans une organisation qui vous laisse manager. Oui. Vous avez des expériences, on ne va pas citer de nom, mais un cas où vous êtes dit, même en étant fiscaliste, quand même, le management pourrait progresser? Oui, je me le suis dit. Sans donner de nom. Non, mais des circonstances, en fait. Peut-être. Les circonstances, c'est la culture de l'entreprise, la vision du CEO, du middle management aussi. Ouais. Ce sont des indicateurs. Parfois, la taille de l'entreprise peut avoir aussi un impact. Le secteur peut aussi avoir un impact. Selon que votre manager soit... la nationalité aussi du manager. Et est-ce que le fait d'être breton, c'est mieux? Je ne sais pas répondre à cette question. Ah, vous êtes un peu concerné quand même. Oui, je suis d'origine bretonne. Et moi aussi, donc c'est pour ça. Oui, je suis d'origine bretonne, donc je ne sais pas répondre à cette question. Bon, c'était une question de fin parce que le temps passe hélas toujours trop vite dans ces interviews. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé vos enthousiasmes, de montrer que derrière les fiscalistes, il y a plein de choses qui se cachent et des carrières qui rebondissent en tout cas. De rappeler l'investissement qu'il est nécessaire parce que c'est une autre technique, mais en tout cas, comme vous allez proposer du bien à tout le monde et on sera meilleur à la sortie par nous-mêmes, donc c'est triste, on vous oubliera, mais non, on vous oubliera pas parce que il y a ces drôles de juristes qui vous retrouvent très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Merci beaucoup Stéphane. Merci Sophie, à bientôt. Merci.